La vidéo raconte des événements émotionnels et chaotiques qui se sont déroulés au tribunal, au cours desquels des familles en deuil ont perdu le contrôle face aux assassins de leurs proches. Chaque histoire est marquée par une douleur extrême et une colère refoulée, conduisant souvent à des réactions violentes au sein même du tribunal. Ce type de comportement est devenu plus fréquent, démontrant à quel point le chagrin et la recherche de justice peuvent affecter la rationalité d'une personne. Au tribunal, un père, Jeffrey Clark, fait face à de graves accusations pour le meurtre de Robertson, un crime commis en pleine vue. Durant le procès, il est entouré de la présence de sa victime et la tension monte lorsque le frère jumeau de la victime, incapable de contrôler ses émotions, tente de s'en prendre à l'accusé. La police intervient rapidement, mais le chaos est une manifestation claire de la souffrance et de l'impuissance ressentie par les familles des victimes. Un autre cas rapporté est celui de Giant Forrest, qui, après avoir commis un crime horrible, perd son sang-froid au tribunal après avoir entendu des témoignages rappelant sa cruauté. Dans un moment de perte totale de contrôle, il s'en prend à un membre de sa famille pendant l'audience. Cela démontre le niveau de destruction émotionnelle qu'un crime peut causer, non seulement chez la victime, mais aussi chez tous ceux qui l'entourent. Le juge tente de rétablir l'ordre, mais il est impossible de contenir la douleur d'une personne qui a perdu un être cher de manière aussi brutale. Au tribunal, ces accès de colère ne sont pas des événements isolés. Plusieurs autres cas montrent des réactions violentes de la part de membres de la famille qui, face à la douleur, perdent la capacité de se contenir. Nous voyons de plus en plus de mères, de pères, de frères et sœurs et d'autres membres de la famille affronter physiquement et verbalement l'accusé. L'impact émotionnel de ces actions est profond et conduit souvent à des émeutes, comme dans le cas de Zarius Platt qui a assassiné sa femme enceinte, suscitant la colère de ses proches au tribunal. L'un des moments les plus intenses de ce type de situation survient lorsque Ryan Burge est accusé du meurtre de la fille de sa petite amie. Au cours du procès, le père du garçon, incapable de supporter la souffrance, tente d'attaquer l'accusé, démontrant le niveau de désespoir et de colère que cette situation génère. Ce comportement reflète le profond impact psychologique que le crime a sur la famille, transformant le processus judiciaire en une étape d'émotion intense et incontrôlable. Ces épisodes, bien que dramatiques, sont le reflet de la grande douleur que vivent ses proches. Le désir de vengeance et la recherche de justice peuvent aveugler la raison et provoquer des réactions imprévisibles. Dans certains cas, les autorités doivent agir rapidement pour contrôler la situation et empêcher de nouvelles attaques. L'intervention de la police devant les tribunaux est presque constante dans des événements de ce type, car les émotions incontrôlées des gens rendent l'environnement dangereusement instable. Cependant, ce ne sont pas seulement les cas de meurtre qui suscitent cette réaction. La brutalité d'un crime comme celui de James Henderson, qui a tué plusieurs personnes, dont une femme enceinte, suscite également des réactions extrêmes. Au tribunal, les proches des victimes, ressentant une douleur indescriptible, tentent par tous les moyens de confronter l'accusé. La frustration face à l'impunité, la colère de voir le meurtrier rester impuni et la tristesse face à la perte d'un être cher créent une atmosphère de tension qui peut exploser à tout moment. La situation est encore aggravée lorsque l'accusé ne semble pas manifester de remords ou de remords. Dans une affaire célèbre, James Henderson a souri pendant le procès, augmentant encore la colère des victimes. Ce geste de mépris, pour beaucoup, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et les membres de la famille ne peuvent contrôler leur colère. Cela fait de la salle d'audience un lieu encore plus dangereux où la douleur est intensifiée par le sentiment que justice ne peut pas être rendue équitablement. Ces cas nous rappellent constamment le pouvoir destructeur de la violence et de la perte. Lorsque la douleur de la perte se mêle à la colère face à la brutalité du crime, les résultats sont souvent imprévisibles. Dans de nombreux cas,
les familles recherchent quelque chose qui va au-delà du système judiciaire, une forme de justice personnelle qui se manifeste par des cris, des agressions physiques et des paroles de haine. Ce désespoir est le véritable visage du deuil où la colère remplace la raison et où le pardon devient presque impossible. À une autre époque, lors du procès de José Santiago, accusé du meurtre de sa petite amie, sa famille réagit de la même manière. L'acte de violence commis contre Jessica, son ex-petite amie, a suscité une fureur incontrôlable au sein de sa famille, qui n'a pas hésité à exprimer sa colère envers l'accusé. C'est une preuve supplémentaire de la façon dont le deuil peut transformer les gens, les laissant aveugles à la raison et sujets à des réactions violentes, souvent au sein même du tribunal. Il n'est pas rare que ces moments de tension et de violence deviennent un spectacle public. Les tribunaux, qui sont normalement des lieux où se déroulent des processus formels et rationnels, deviennent souvent des scènes de désespoir, où les familles des victimes tentent de faire justice elles-mêmes. L'intervention des autorités est constante, mais dans certains cas, les émotions sont si intenses qu'il est impossible de maintenir l'ordre sans recourir à la force. Des cas comme celui de Deshaun Brown, qui a assassiné 2 personnes, dont son bébé, montrent l'impact dévastateur que la violence domestique peut avoir sur les familles. Lorsque le père du garçon tente d'attaquer l'accusé, au tribunal, il devient clair à quel point le traumatisme et la douleur peuvent faire perdre complètement le contrôle d'eux-mêmes. Le désir de vengeance devient le reflet de la souffrance et de l'impuissance face à une perte irréparable. Ces incidents judiciaires sont le reflet de la douleur humaine face à la violence et à la perte, mais aussi une démonstration de la fragilité émotionnelle des êtres humains. Face à la perte d'un être cher d'une manière aussi brutale, de nombreux membres de la famille ne peuvent plus séparer le désir de justice du besoin de vengeance. Le système judiciaire, tout en s'efforçant d'assurer une condamnation équitable, est souvent confronté à une bataille émotionnelle entre la raison et une colère débridée. La réaction de la famille soulève également des questions sur la nature de la justice. Lorsque la loi ne semble pas imposer de sanctions à la hauteur de la douleur causée, les familles des victimes sont contraintes de demander justice par elles-mêmes. Cette recherche souvent aveugle et irrationnelle suscite des débats sur la mesure dans laquelle le système judiciaire peut être efficace pour calmer les émotions intenses qui surgissent dans les cas de crimes aussi violents. Le cas de Frank Delon Jr. et la réaction de son ex-petite amie devant le tribunal ne sont qu'un autre exemple de la façon dont le chagrin peut transformer les gens en quelque chose qui dépasse leur propre compréhension. La colère, la perte et le besoin de vengeance deviennent les moteurs des actions au sein de la salle d'audience, conduisant souvent à des scènes de violence et de chaos. Le comportement de Frank, qui a suscité la colère de son ex-petite amie, rappelle à quel point les accusés peuvent être indifférents aux souffrances qu'ils ont causées, rendant le processus encore pire pour les familles des victimes. Dans bon nombre de ces cas, les autorités doivent composer avec le fait que, même après le procès, les émotions restent intenses et difficiles à contrôler. La justice, même si elle est une recherche constante, ne peut réparer la douleur irréparable causée par la perte d'un être cher. Ces épisodes, pleins de douleur et de souffrance, sont le reflet de l'incapacité humaine à faire face à la violence et à ses conséquences. Alors que la société continue de faire face aux conséquences de la violence, le rôle des tribunaux devient encore plus difficile. Les juges et les avocats doivent composer non seulement avec le droit, mais aussi avec les émotions complexes et intenses des personnes impliquées. Le système judiciaire, bien qu'essentiel, est confronté à la tâche difficile de tenter d'équilibrer la justice juridique et les émotions humaines, qui souvent ne rentrent pas dans un système aussi rigide et impersonnel. Ce phénomène met également en évidence l'incapacité de la société à faire face de manière adéquate à la douleur émotionnelle. Les tribunaux ne sont pas seulement des lieux de jugement juridique, mais aussi des champs de bataille émotionnelle,
où les familles luttent pour trouver une sorte de résolution à la perte et au chagrin. Dans quelle mesure le système peut-il assumer la responsabilité de guérir ces blessures émotionnelles, tout en répondant également à la nécessité de maintenir l'ordre et la justice? Ces cas nous montrent que la justice ne peut souvent pas soulager la douleur humaine. En fin de compte, ces réactions négatives dans les tribunaux ne concernent pas seulement la justice, mais aussi la recherche d'une réponse à une perte incompréhensible. Lorsque le système judiciaire semble insuffisant, la colère et la frustration se manifestent, transformant les tribunaux en des lieux où se mélangent dangereusement recherche de vengeance et justice. L'impact émotionnel de ces réactions va bien au-delà de ce que les mots peuvent exprimer, créant une réalité dans laquelle le chagrin n'est pas seulement une réaction interne, mais une force capable de changer le cours d'une épreuve entière. Lindy Jones et son frère ont été accusés du meurtre de Willie Antoine Fields, une tragédie qui a ému de nombreuses personnes. La mort de Willie a non seulement affecté sa famille, mais aussi la communauté environnante qui a perdu la vie de manière si brutale et injuste. Le procès de Lindy et de son frère a fait ressortir toutes les émotions intenses qui s'étaient accumulées depuis le jour de la tragédie. Au tribunal, Angela, la mère de Willie, n'a pas pu retenir ses larmes alors qu'elle parlait de la perte de son fils. La douleur de perdre quelqu'un tant aimé est quelque chose d'impossible à décrire avec des mots, et Angela ne pouvait cacher la souffrance qu'elle ressentait. Son cri de douleur résonnait dans toute la pièce, et quiconque était présent pouvait ressentir la tristesse et l'angoisse dans son cœur. Au moment le plus émouvant du procès, le mari d'Angela, complètement submergé par la colère et la douleur, a tenté d'attaquer Lindy Jones. Il ne supportait pas l'idée de voir la personne qu'il croyait responsable de la mort de son fils être traitée comme innocente devant un tribunal. La douleur transforma son esprit et sa réaction impétueuse fut une tentative de vengeance. Ce qui s'est passé dans la salle d'audience était bien plus qu'une simple confrontation. C'était le reflet d'une profonde douleur, d'une mère et d'un père qui ont vu leurs rêves et leurs espoirs disparaître avec la vie de leur fils. Il ne s'agissait pas seulement de justice, mais aussi de souffrances insupportables et impossibles à contenir. Le procès, comme tout autre, était censé être un processus de recherche de la vérité, mais pour beaucoup de personnes impliquées, la vérité semblait avoir été éclipsée par la tragédie. Comment faire face à la perte d'un proche? Comment faire face au vide qu'il laisse? Ce sont les sentiments les plus complexes que les êtres humains puissent ressentir. La vie de Willie a été cruellement et violemment écourtée, ce qui a mis en lumière aussi de souffrances insupportables et impossibles à contenir. Le procès, comme tout autre, était censé être un processus de recherche de la vérité, mais pour beaucoup de personnes impliquées, la vérité semblait avoir été éclipsée par la tragédie. Comment faire face à la perte d'un proche? Comment faire face au vide qu'il laisse? Ce sont les sentiments les plus complexes que les êtres humains puissent ressentir. La vie de Willie a été cruellement et violemment écourtée, ce qui a mis en lumière la fragilité de l'existence humaine. Personne n'est prêt à affronter la douleur de perdre un enfant, et personne n'a la réponse prête à savoir comment réagir dans un moment comme celui-ci. La perte laisse des marques, et ces marques ne disparaissent jamais complètement. La douleur d'Angela était visible et palpable. En écoutant sa mère parler de son fils, il est devenu clair que le procès n'avait pas seulement pour but de punir les coupables, mais aussi de comprendre l'impact émotionnel d'une telle tragédie. Comment gérer la culpabilité, le regret et la colère? Le mari d'Angela, en essayant d'attaquer Lindy, a réagi de manière impulsive sans considérer les conséquences de ses actes. La colère et la frustration l'aveuglaient, et il ne voyait pas que, aussi douloureux que cela puisse être, la salle d'audience était le lieu idéal pour trouver des réponses, et non pour demander justice entre ses propres mains. La recherche de justice est un processus difficile, mais elle ne peut se faire au prix de la violence. Cependant,
La colère d'un parent qui perd un enfant est quelque chose qui est impossible à comprendre pleinement pour quiconque n'a pas vécu cette expérience. Pour lui, il n'y avait pas d'autre moyen que de lutter contre ceux qui, selon lui, détruisaient sa vie. Mais à ce moment-là, il est devenu une autre victime de la douleur, une douleur qui l'a aveuglé sur tout ce qui l'entourait. Lindy, à son tour, se trouvait également dans une situation difficile. Elle s'est retrouvée accusée de quelque chose qu'elle n'avait probablement pas bien compris. Le poids des accusations et des attentes de la société retombait sur ses épaules. Elle a ressenti le poids d'être jugée, mais a également compris que dans la salle d'audience, elle aurait la possibilité d'être entendue. Le processus de jugement est, d'une certaine manière, une tentative de donner un sens à la douleur, une manière d'apporter des réponses à des questions sans réponse. Mais la vérité ne peut souvent ne pas être pleinement réalisée, surtout lorsqu'elle concerne la vie d'une personne. La justice, bien que nécessaire, ne pourra jamais effacer la douleur de la perte et ne peut souvent même pas guérir les blessures. Au tribunal, les avocats ont essayé d'argumenter, de présenter des preuves et de défendre leurs clients, mais la réalité émotionnelle dépassait de loin ce qu'un argument juridique pouvait résoudre. Le cœur des gens était impliqué et la souffrance d'une mère, d'un père et d'une communauté était quelque chose que les mots ne pouvaient soulager. Angela ne voulait plus écouter les justifications ou les défenses. Elle voulait justice. Elle voulait que sa douleur soit reconnue et que la personne qui a causé la mort de son fils soit tenue pour responsable. Mais au fond, il savait que la justice ne ramènerait pas Willie. Il savait que le vide qu'il ressentait ne pourrait jamais être comblé par une simple décision de justice. Pour beaucoup, le procès de Lindy et de son frère semblait être le seul moyen possible de trouver une sorte de clôture. Mais la vérité est que la perte d'un enfant n'est jamais résolue de cette façon. La douleur d'une mère ne peut être guérie par une peine de prison ou un acquittement. La douleur est quelque chose de plus profond, quelque chose qui vous accompagne pour toujours. Le procès était le reflet de la complexité de la vie humaine. Cela a mis en lumière des questions de justice, de vengeance, de perte et de pardon. Mais en fin de compte, cela a également révélé que les véritables souffrances ne peuvent être résolues par une procédure judiciaire. La vraie souffrance est vécue en silence, chaque jour, par la famille qui a perdu quelqu'un. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire ont essayé de gérer ce qui s'est passé du mieux qu'elles ont pu. Cependant, chacun avait une perspective différente sur ce que signifiait la vérité, la justice et la manière de gérer la douleur. Cela a rendu le processus encore plus compliqué, car chacun naviguait avec ses propres émotions sans connaître la meilleure voie à suivre. Le procès n'a pas apporté de réponse facile. Il n'y a pas de réponse facile lorsqu'une vie est perdue de manière aussi violente et inattendue. Le tribunal ne peut pas panser les blessures, mais peut-être peut-il aider à donner un sens au chaos et à la souffrance qu'engendre cette perte. La douleur d'Angela et de son mari était, à certains égards, plus visible et plus directe. Ils étaient les parents de Willie et leur perte était incontestable, quelque chose qui a profondément ému tout le monde. Mais Lindy éprouvait également de la douleur de se trouver dans une situation qui, pour elle, n'avait peut-être aucun sens. Les deux parties étaient consumées par des émotions qu'elles ne pouvaient contrôler. À partir du moment où la tragédie se produirait, rien ne serait plus comme avant. La vie de toutes les personnes impliquées a été irréversiblement changée. Le procès ne serait qu'un chapitre supplémentaire dans une histoire pleine de douleur et de confusion, et personne ne quitterait cette pièce sans porter les cicatrices de ce qui s'est passé. La leçon que nous pouvons peut-être tirer de tout cela est que la douleur humaine est trop complexe pour être résolue par un simple verdict. La douleur est un élément fondamental de l'expérience humaine et se manifeste de différentes manières pour chaque personne. L'important est de se rappeler que, même si la justice s'efforce de trouver des réponses, toutes les blessures ne peuvent pas être refermées en même temps. Le processus de guérison est lent
et chacun doit y faire face à son rythme. 1. La mort de Diamond Alvarez, une jeune fille de 16 ans, a été une tragédie qui a ébranlé non seulement sa famille, mais toute la communauté qui l'entourait. Elle a été brutalement assassinée par son petit ami Frank Dillon Jr., qui lui a tiré dessus 22 fois. La violence de son meurtre et la façon dont il l'a traitée, même après avoir commis le crime, ont laissé de nombreuses personnes sous le choc. Lors du procès de Frank Dillon Jr., la souffrance de sa famille et de celle de Diamond était évidente. La mère de Diamond, Angela, a comparu devant le tribunal dans l'espoir que justice serait rendue. Elle voulait comprendre pourquoi quelqu'un ferait quelque chose d'aussi cruel envers sa fille, et plus que cela, elle voulait que la douleur qu'elle ressentait soit reconnue. La tension dans la salle d'audience était intense. Lorsque Angela, la mère de Diamond, s'est levée pour parler de la douleur de perdre sa fille d'une manière si tragique, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'oncle de Frank Dillon Jr., complètement submergé par la colère et l'émotion, a attaqué Angela, démontrant la violence qui accompagne souvent le chagrin et la douleur de la perte. Cette scène reflétait à quel point la tragédie avait affecté tout le monde. Le comportement de Frank Dillon Jr. pendant le procès a également suscité l'indignation. Alors que la mère de Diamond exprimait sa douleur et sa souffrance, Frank, sans aucun remords, lui sourit. Ce geste froid et insensible a généré encore plus d'indignation et a accru l'impact émotionnel sur toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Le sourire de Frank était un signe clair de son manque d'empathie. À un moment aussi grave et douloureux, où des vies étaient en jeu, il semblait déconnecté de la situation dans son ensemble. Pour ceux qui regardaient le procès, cela n'a fait qu'augmenter la gravité de ce qu'il avait fait. Son manque de remords était, pour beaucoup, encore plus cruel que l'acte de meurtre lui-même. Le procès de Frank Dillon Jr. n'avait pas seulement pour but de condamner un criminel, mais aussi de rechercher des réponses et de rendre justice. Les familles concernées, en particulier celle de Diamond, cherchaient, en plus de la peine, un moyen de mettre un terme à une douleur qui semblait insupportable. Chaque détail du procès semblait peser encore plus lourdement sur le cœur de ceux qui assistaient au procès. Angela, la mère de Diamond, était là pour affronter l'homme qui a détruit sa vie, mais à chaque geste d'indifférence de Frank, elle se sentait encore plus blessée. C'était comme si la douleur de perdre sa fille était intensifiée par le comportement de l'accusé. La famille de Diamond n'était pas la seule à ressentir la douleur de ce moment. Les amis, la communauté et même les avocats ont été impliqués dans un processus de souffrance. Perdre quelqu'un d'une manière aussi violente n'est jamais facile à gérer, et lorsque la perte s'accompagne d'un sentiment d'impunité, la douleur devient encore plus difficile à gérer. Pour l'oncle de Frank, l'attaque contre Angela représentait le désespoir de quelqu'un qui était également rongé par le chagrin. Elle ne pouvait pas contrôler ses émotions face à la perte de sa nièce et à l'apparente indifférence de Frank. Mais en attaquant Angela, il n'a fait qu'empirer la situation, sans se rendre compte que sa colère ne faisait qu'intensifier la douleur de tout le monde autour de lui. Lorsque la violence s'inscrit dans une histoire tragique, les conséquences sont toujours plus grandes que ce qui a été perdu. L'oncle de Frank a essayé de faire justice lui-même, mais cela n'a fait que créer encore plus de chaos et de douleur, sans apporter la véritable paix que tout le monde recherchait. Parfois, le chagrin nous pousse à agir de manière impulsive, mais la violence ne résout rien, elle ne fait que créer davantage de blessures. Le procès a également soulevé des questions sur la manière dont la société aborde la violence chez les jeunes. Frank Dillon Jr. n'avait que 17 ans au moment du crime, et la société essayait encore de comprendre comment un jeune homme pouvait commettre quelque chose d'aussi monstrueux. Mais l'âge ne diminue pas la gravité du crime, et la douleur qu'il a causée à la famille de Diamond était incommensurable, quel que soit l'âge de l'accusé.
Au tribunal, les avocats ont essayé de montrer différentes versions de l'histoire. Ils ont essayé de faire valoir que Frank se trouvait dans une situation difficile et que sa jeunesse avait peut-être influencé ses décisions. Cependant, pour Angela et sa famille, cela n'avait pas d'importance. Aucune explication ne saurait justifier le meurtre brutal d'une jeune femme pleine de vie et de rêves. Pour la famille de Diamond, chaque jour au tribunal était un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Chaque témoignage, chaque parole prononcée lui apportait la douleur de voir sa fille assassinée de manière si violente. La recherche de justice était une tentative d'atténuer cette douleur, mais c'était aussi un moyen d'honorer la mémoire de Diamond et de garantir que son assassin rende des comptes. Le processus judiciaire a été une lutte pour trouver un équilibre entre ce qui était juste et ce qui était nécessaire pour reconnaître la douleur de la famille. La recherche de justice n'est jamais facile et chaque jour passé au tribunal semblait aggraver la douleur d'Angela et de sa famille. Mais en fin de compte, on espérait que la décision apporterait un certain soulagement. Frank Dillon Jr. a été condamné à 45 ans de prison. La sentence reflétait la gravité de son crime, mais pour la famille de Diamond, rien ne pouvait véritablement combler le vide laissé par sa mort. La douleur de perdre un enfant ou un être cher ne disparaît jamais. Et même la peine la plus sévère qui puisse être imposée à un criminel ne ramène pas la personne à la vie. Pour Angela et sa famille, la sentence représentait un petit pas vers ce qu'ils pourraient appeler la justice. Cela ne suffisait pas à effacer la souffrance, mais c'était une façon de constater que, malgré tout, la société essayait de reconnaître la douleur qu'ils avaient vécue. Le procès a été long et difficile, mais une décision a finalement été prise. La douleur de perdre Diamond n'a pas mis fin à la peine de Frank, mais elle lui a apporté un peu de paix d'une certaine manière. Angela et sa famille pouvaient désormais commencer à reconstruire leur vie, sachant que justice avait été rendue. La mémoire de Diamond, même si elle ne pourrait jamais être effacée, serait désormais honorée d'une manière qui apporterait un minimum de réconfort. Le procès de Frank Dillon Jr. ne portait pas seulement sur le crime lui-même, mais aussi sur les cicatrices qu'il a laissées sur toutes les personnes impliquées. Il ne s'agissait pas seulement d'un procès, mais d'une histoire de douleur, de chagrin et de recherche de justice. Et aussi difficile que soit le processus, il a permis de dire la vérité et de faire entendre la voix de chacun. Le comportement de Frank, en particulier son sourire pendant le procès, symbolisait la déconnexion émotionnelle qu'il semblait avoir avec la situation. Cela a rendu de nombreuses personnes perplexes, mais a également montré à quel point le manque d'empathie peut rendre un crime encore et plus cruel. Ce qu'il a fait n'était pas seulement une action physique, mais une démonstration d'indifférence à l'égard de la douleur des autres. À la fin du procès, tout le monde s'est concentré sur la sentence. L'espoir était que la condamnation de Frank, même si elle ne ramènerait pas Diamond, garantirait au moins qu'il paierait pour ce qu'il avait fait. Pour Angela et sa famille, ce fut une petite victoire dans un processus long et douloureux, mais une victoire nécessaire pour commencer à vivre avec ce qui s'est passé. 1. Le meurtre de Misty Lamoureux, commis par son mari Tristan Larreau, a été un crime qui a profondément ému la famille et tous ceux qui l'ont connue. Misty, une femme pleine de vie, a été sauvagement assassinée par celui qui était censé la protéger. Ce qui a rendu ce crime encore plus douloureux, c'est le comportement de Tristan après l'incident, qui a démontré une totale indifférence et un manque de remords pendant le procès. Au cours du processus judiciaire, la douleur et la souffrance de la famille de Misty étaient évidentes. Jason Wilson, le frère de la victime, faisait partie de ceux qui cherchaient justice pour sa sœur, essayant de faire face à la perte d'une manière logique. Mais l'attitude froide et distante de Tristan, qui ne semblait pas se soucier de la vie qu'il avait prise, ne faisait qu'augmenter l'intensité de la souffrance de toutes les personnes présentes dans la pièce. Le tribunal, en tant qu'espace de recherche de justice, est devenu une scène de conflit émotionnel.
Lorsque Jason Wilson a vu l'attitude de Tristan, il n'a pas pu se contrôler. La colère et la douleur de perdre sa sœur d'une manière si tragique ont envahi son esprit, et poussé par ses sentiments, il a tenté d'attaquer Tristan devant le tribunal, dans une tentative désespérée de faire justice lui-même. L'attaque de Jason Wilson n'était pas seulement le reflet de la douleur de perdre un être cher d'une manière aussi brutale, mais aussi de la frustration face au comportement de Tristan. Alors qu'il se tenait devant tout le monde, accusant son propre frère de meurtre, Tristan ne semblait pas ressentir le poids de ses actes. Sa froideur face au drame qu'il a provoqué a accru le sentiment d'injustice parmi les personnes présentes. La réaction de Jason, bien qu'impulsive et agressive, était compréhensible pour quelqu'un qui souffrait d'une douleur aussi intense. Faire le deuil d'un être cher de manière violente et inattendue peut créer un sentiment d'impuissance. Quand on voit que la personne responsable de la douleur ne se repent pas, ce sentiment d'impuissance peut se transformer en rage aveugle. Le comportement de Tristan Larreau, qui n'a montré aucune émotion pendant le procès, a été celui qui a causé le plus grand inconfort à toutes les personnes présentes. Dans des moments comme celui-là, les gens s'attendent à voir un signe de repentir ou au moins une reconnaissance des souffrances causées. Mais Tristan ne semblait pas s'en soucier, ce qui ne faisait qu'ajouter à la douleur et à la frustration de la famille de la victime. Le manque d'empathie de Tristan pendant le procès a été, pour beaucoup, la partie la plus cruelle de toute la situation. Ce n'est pas seulement le meurtre qui l'a rendu coupable, mais aussi l'indifférence avec laquelle il a traité les conséquences de ses actes. Pour Jason et tous ceux qui aimaient Misty, le fait que Tristan ne se souciait pas de la souffrance qu'il causait rendait la tâche encore plus difficile à supporter. Au tribunal, l'ambiance était lourde et les émotions étaient vives. Pour la famille de Misty, chaque mot de Tristan était comme un nouveau coup dur. Pendant qu'il était là, défendant ses actes et essayant de minimiser l'impact de son crime, les membres de sa famille étaient là pour essayer de comprendre comment une personne pouvait être capable de faire quelque chose d'aussi cruel. Lorsque Jason a attaqué Tristan, il ne pensait pas aux conséquences juridiques de ses actes. Il a simplement réagi à ce qu'il ressentait dans son cœur. Une douleur immense, une colère profonde et un besoin désespéré de justice. Mais au fond, il savait que sa douleur ne serait pas résolue par la violence. Ce qu'il cherchait vraiment, c'était de mettre un terme à la perte irréparable de sa sœur. La scène où Jason tente d'attaquer Tristan n'était pas seulement un moment de perte de contrôle, mais une démonstration de la façon dont la douleur peut transformer les gens. Lorsque nous sommes confrontés à une tragédie, notre esprit cherche des réponses et la douleur nous pousse souvent à commettre des actes impulsifs. Mais en même temps, la société nous enseigne que la vraie justice ne peut pas être obtenue par soi-même, mais par le biais du système juridique. Pour la famille de Misty, le procès a été l'occasion d'exprimer la douleur qu'elle ressentait. Ils étaient là pour s'assurer que Tristan soit tenu responsable de son crime. Mais son comportement, si éloigné de la réalité dans laquelle ils vivaient tous, a rendu ce processus encore plus difficile. Le sentiment que l'accusé n'avait pas fait preuve d'humanité devant le tribunal, en ne reconnaissant pas sa culpabilité, rendait la situation encore plus pénible. Le tribunal, qui devrait être un lieu de justice, est également devenu un lieu de confrontation émotionnelle. La tension entre le désir de justice et la frustration de voir les accusés paraître indifférents a rendu l'atmosphère de plus en plus tendue. Pour Jason, la douleur de voir Tristan si insensible était insupportable. Il avait besoin d'une réaction, d'un regret, de quelque chose qui montre que Tristan comprenait la gravité de ce qu'il avait fait. La tentative de Jason d'attaquer Tristan était, d'une certaine manière, une tentative de rechercher quelque chose que le tribunal ne semblait pas capable d'offrir, une réponse directe et viscérale à la douleur. Mais, comme beaucoup le savent, la justice n'est pas un processus rapide et ne suscite souvent pas la réponse émotionnelle immédiate que nous attendons. La frustration de Jason reflète la difficulté d'accepter que le système judiciaire ne soit pas toujours capable de panser les blessures de ceux qui perdent tragiquement quelqu'un.
La situation au tribunal est un exemple clair de la façon dont la douleur et la colère peuvent se mélanger, conduisant à des réactions extrêmes. L'attaque de Jason contre Tristan, bien qu'elle soit une réaction humaine à ce qu'il considérait comme une injustice, n'a rien fait pour soulager la douleur qu'il ressentait. Au contraire, cela n'a fait que le mettre dans une position encore plus difficile, montrant à quel point la douleur peut temporairement nous aveugler. Tristan Larreau, pendant le procès, ne semblait pas comprendre la gravité de la situation. Son manque d'empathie reflétait son incapacité à comprendre l'impact de ses actes sur la vie des autres. Pour lui, le meurtre de sa femme n'était peut-être qu'une erreur, mais pour ceux qui l'aimaient, c'était irréparable. 16. Le procès de Tristan ne visait pas seulement à condamner un homme, mais aussi à la quête de justice d'une famille. Jason et les autres membres de la famille de Misty étaient là pour rappeler au tribunal que cette vie perdue n'était pas seulement un numéro dans une affaire judiciaire, mais une personne avec des rêves, des espoirs et des amours qui ont été brutalement interrompus. Le comportement de Tristan lors du jugement et le comportement de Jason au tribunal en disent long sur la complexité du duel et la recherche de justice. Tandis que l'accusé faisait preuve de froideur, la famille de la victime était consumée par la douleur, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait être si indifférent devant tout ce qui se passait. Pour beaucoup, le cas de Tristan Larreau rappelle qu'une véritable justice n'est pas toujours facile à obtenir. La souffrance d'une famille qui a perdu quelqu'un de si tragiquement ne peut être mesurée par une peine de prison. Mais au moins, cela donne l'espoir que l'accusé devra rendre compte de ses actes et que quelque chose de bon pourra naître de la douleur. La condamnation de Tristan Larreau n'effacera pas la douleur de Jason, ni de sa famille, mais apportera en quelque sorte un certain soulagement. Savoir que l'accusé a été considéré comme responsable de la mort de Misty est un pas vers la conclusion, même si la cicatrice ne disparaît jamais. Le procès est déjà terminé, mais les conséquences émotionnelles dureront longtemps. En fin de compte, le procès de Tristan Larreau n'a pas été seulement une bataille juridique, mais aussi une bataille émotionnelle, dans laquelle la souffrance de toutes les personnes impliquées est devenue impossible à ignorer. Deuil, colère, douleur et frustration se sont mélangés, mais finalement justice a été rendue et la vérité a été révélée. Et même si cela ne ramène pas Misty, cela apporte au moins un peu de paix à votre famille. 1. Michael Madison, un homme accusé d'avoir commis des crimes terribles, est responsable de la mort de 3 femmes. Ses actes, froids et calculés, ont profondément marqué les familles des victimes. Durant le procès, les émotions étaient au rendez-vous et une réaction inattendue de Madison a encore aggravé la situation. Lorsqu'il a souri en entendant la déclaration choquante de la victime, il a provoqué l'incontrôlabilité des personnes présentes, notamment chez Van Terry, père d'une des femmes que Madison avait tuées. Les paroles de Van Terry ont résonné dans la salle d'audience, chargée de douleur et de colère. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait être aussi insensible aux souffrances qu'il avait causées. Tout en exprimant Madison, l'assassin, il a souri, comme si la souffrance des victimes et de leurs familles ne pesait pas sur lui. Ce sourire, avant une douleur irréparable, fut ce qui fit perdre le contrôle à Van Terry. La réaction de Van Terry, bien qu'impulsive, était une réponse naturelle à l'immense douleur qu'il portait. Il ne comprenait pas comment Madison, qui avait enlevé la vie à sa fille, pouvait faire preuve d'une telle indifférence. L'attaque qu'il a tentée devant le tribunal était le reflet de sa frustration. C'était comme si la douleur de perdre sa fille était amplifiée par la froideur de l'accusé, qui ne semblait pas importer l'impact de ses crimes. La tentative de Van Terry d'attaquer Michael Madison n'était pas seulement une impulsion momentanée, mais une démonstration de l'ampleur avec laquelle le duel peut affecter une personne.
Quand quelqu'un est tragique et violent, les émotions deviennent difficiles à contrôler. La colère, la tristesse et le sentiment d'impuissance sont des sentiments qui peuvent consumer n'importe qui, surtout quand on voit la personne responsable de la douleur qui fait preuve d'un manque total de repentir. La cour, qui devrait être un lieu de recherche de vérité et de justice, est devenue un scénario de confrontation émotionnelle. La frustration de Van Terry était visible, comme celle de tous les autres membres de la famille des victimes. Ils étaient là pour que Michael Madison soit responsable de leurs actions, mais leur comportement n'a fait que tout encore plus difficile. Chaque de ces paroles semblait un affront à la douleur des familles des victimes, ce qui rend le processus encore plus douloureux. Pendant le procès, Michael Madison a démontré un manque d'empathie qui a rendu tout le monde dans la salle encore plus indigné. Il semblait étranger aux souffrances causées par ces crimes, comme si c'était quelque chose de trivial. Pour les proches des victimes, ce fut un coup dur. Le comportement de Madison a provoqué la douleur de la perte et les paroles de Van Terry, même pleines de douleur, ne pouvaient pas communiquer avec lui. Le sourire de Michael Madison, tout en écoutant la déclaration d'impact de la victime, était comme une provocation. Il savait que ceux qui avaient le plus écouté et, néanmoins, ne montraient aucun signe de remords. Cet acte, si simple mais si cruel, a été le déclencheur de l'explosion des sentiments de Van Terry. Le père de la victime ne pouvait plus se contenir et a tenté d'agresser l'accusé dans un moment de désespoir et de colère. Pour Van Terry, le sourire de Madison représentait plus que l'indifférence de l'accusé. C'était comme si la mort de sa fille n'avait aucun sens pour lui. Ce manque d'humanité, cette absence de toute trace de repentir, n'a fait qu'augmenter la souffrance de ceux qui étaient là pour rechercher la justice. La douleur de perdre quelqu'un si brutalement était déjà immense, mais voir l'accusé souriant sans s'inquiéter a fait de la douleur désespérée de faire la justice de toute façon. Lorsque Van Terry a tenté d'attaquer Michael Madison, il agissait non seulement pour la colère, mais aussi pour un sentiment d'impuissance. Il ne pouvait pas ramener sa fille, mais à ce moment-là, il voulait faire ressentir à l'accusé la douleur d'être directement confronté. La tentative d'attaque a été une tentative de reprendre le contrôle de quelque chose qui était complètement hors de ses mains. La scène de la cour, avec l'attaque frustrée de Van Terry, était le reflet de l'impact émotionnel que cette affaire avait dans toutes les personnes impliquées. La perte d'une fille, si tragiquement, ne peut pas être facilement surmontée, et le procès, qui devrait être un processus de recherche de justice, est devenu un champ de bataille émotionnel. Chaque mot dit par Madison et la réaction des proches des victimes ont montré à quel point il était difficile pour tous ceux qui étaient là pour traiter les souffrances causées par ce meurtrier. Le sourire de Madison a été un coup douloureux, et son manque de remords a généré un grand conflit interne dans les parents des victimes. Comment pouvait-il accepter que quelqu'un de si froid et de calculatrice puisse faire quelque chose d'aussi irréparable et néanmoins de ne pas montrer de sensation de culpabilité? Pour Van Terry, essayer d'attaquer Madison était un moyen d'exprimer à quel point cela faisait mal, une tentative de chercher une sorte de justice en face. En tribunal, la confrontation entre la froideur de Michael Madison et le désespoir des proches des victimes a créé une atmosphère insupportable. Pour ceux qui étaient là, il était impossible de ne pas ressentir la profondeur de ceux qui ont perdu quelqu'un dans des circonstances aussi brutales. La douleur, la colère et la frustration étaient aussi intenses que parfois que cela, les réactions extrêmes étaient inévitables. La tentative de Van Terry d'attaquer Madison, bien que ce soit un moment de non contrôlé, c'était une expression de la douleur qu'il ressentait. Lorsque la douleur devient insupportable, la ligne entre le droit et ce qui ne va pas devient floue. La colère et la soif de la justice peuvent amener quelqu'un à agir, afin qu'il n'agisse normalement pas. Dans le cas de Van Terry, je voulais voir une sorte de réaction de Madison, ce qui a montré qu'il ressentait le poids de ses actions.
Cependant, la tentative d'attaque n'a pas apporté la réponse que Terry attendait. La justice ne se ferait pas avec un geste impulsif de violence. Bien qu'il soit difficile de faire face à la douleur et à la colère, la recherche de la justice doit suivre la forme juridique où les conséquences pour l'accusé sont déterminées conformément aux lois du pays. La violence devant le tribunal n'a pas pu retourner à la fille de Van Terry, mais la condamnation de Michael Madison. À la fin du procès, Michael Madison a été condamné à mort, une peine qui a apporté une sorte de soulagement aux familles des victimes. Mais en même temps, il n'efface pas les souffrances qu'ils avaient vécues. La condamnation à mort ne ramènerait pas les femmes qu'il a tuées, mais au moins elle a donné le sentiment de justice qu'il paierait définitivement ses crimes. La condamnation de Madison a été une réponse de la justice au mal qui a causé. Mais la vraie justice pour les victimes va bien au-delà d'une peine. Cela implique la reconnaissance de la souffrance, le respect de la vie qui a été perdue et, finalement, l'acceptation que rien ne peut inverser ce qui a été fait. La condamnation à mort, bien que symbolique d'une manière ou d'une autre, ne rendra pas ce qui a été perdu. Le cas de Michael Madison est un rappel de la quantité de crimes qu'il a commis, a affecté la vie des familles et des victimes, et comment le système judiciaire, quelle que soit la partie, ne peut pas effacer la douleur et le vide laissés par la perte d'entités chères. Pour les familles des victimes, le procès de Madison a été un processus difficile, plein d'émotions contradictoires. Voir quelqu'un qui a causé tant de douleur à continuer sa vie indifféremment à la souffrance des autres a été un coup dur à endurer. La condamnation du décès n'apportera pas une paix complète, mais garantit au moins qu'elle paiera vos actions conformément à la loi. L'histoire de Michael Madison n'est pas seulement un homme reconnu coupable de ses crimes, mais aussi de la souffrance des victimes et de leurs familles. Le procès était le moment où ils pouvaient exprimer leur douleur et essayer d'une manière ou d'une autre de trouver une paix. La violence au tribunal, bien que compréhensible dans son contexte émotionnel, ne pouvait pas effacer la douleur, mais la condamner au moins à apporter un certain sens de la justice. Et donc, l'histoire de Michael Madison se termine par une prière qui, bien que définitive, n'efface pas la douleur de la perte. La recherche de la justice n'est jamais facile et implique souvent des moments de frustration et de désespoir. Mais à la fin, la justice juridique, comme l'après-midi, était présente et l'accusé était responsable des crimes qu'il a commis. 1. Peyton Gendron, un rapide à 18 ans, a choqué le pays avec un acte de violence brutale et prémédité. Il est entré dans un dépanneur à Buffalo, New York, avec une intention: commettre un massacre. Son objectif était les Noirs, et ce jour-là, il a tué 10 victimes innocentes. L'attaque était clairement raciste et la douleur causée par les décès était incommensurable. Le procès de Gendron est non seulement devenu une étape importante pour la justice, mais aussi une manifestation de la colère, de la douleur et de la frustration des familles et des victimes. Pendant le procès, Peyton Gendron a eu l'occasion de s'exprimer devant le tribunal et les familles des victimes. Il a fait quelque chose de surprenant. Il s'est excusé. Cependant, sa tentative de se racheter a été considérée par beaucoup comme un acte vide, sans véritable repentir. Les paroles de Gendron, bien qu'elles aient pu être destinées à montrer un certain type de remords, semblaient un geste plus forcé, une tentative d'adoucir la brutalité de leurs actions. Les familles des victimes, qui étaient présentes au tribunal, étaient loin d'accepter les excuses de Gendron. Pour eux, leurs paroles ne signifient rien. Comment pourrait-il accepter des excuses de quelqu'un qui a enlevé la vie de ses proches si froide et cruellement? L'attaque n'était pas seulement un crime, mais une attaque directe contre la dignité et l'humanité des victimes. Et les excuses de Gendron semblaient une insulte à tout ce qu'ils avaient perdu. La douleur et la colère des familles et des victimes sont devenues palpables pendant le procès. Lorsque Gendron s'est excusé, certains des proches des victimes ne pouvaient pas se
incontrôlée. L'indignation était si grande qu'ils ont tenté de les affronter devant le tribunal. C'était une tentative de lui faire ressentir le poids de ce qu'il avait fait, d'exposer son indifférence à la souffrance qu'il a causée. La cour, qui devrait être un lieu de justice et de réflexion, est devenue un stade de confrontations émotionnelles. La confrontation entre Gendron et les proches des victimes reflétait la profondeur de la douleur causée par une attaque et des préjugés aussi brutaux. La violence perpétrée ne peut pas être guérie par des excuses simples. La souffrance des familles était beaucoup plus grande que toute excuse que Gendron pouvait offrir, et l'attaque contre les victimes a laissé une marque irréparable dans la vie de toutes les personnes impliquées. Pour les membres de la famille, les excuses de Gendron ont sonné comme une tentative de minimiser l'impact de leurs actions. Comment quelqu'un qui a causé autant de douleur pardonnait avec des mots simples? Ils ne pouvaient pas oublier les visages de leurs proches. Ils ne pouvaient pas effacer les souvenirs de ce qu'ils avaient perdu. Et pour eux, les excuses de Gendron n'ont rien changé sur ce qu'il avait fait. Il avait tué et rien ne le ramènerait. Le procès de Peyton Gendron était un événement plein d'émotions. Les familles des victimes étaient là pour chercher justice, mais elles étaient également là pour faire face à une immense douleur. Le jugement de Gendron ne ramènerait pas les victimes, mais représenterait une tentative pour donner une sorte de fermeture au traumatisme qu'elle a causé. Cependant, la douleur était palpable et l'indignation des familles n'a pas pu être contenue, surtout après la tentative de s'excuser pour que beaucoup envisagent l'insensé. La tentative d'affronter le tribunal n'était pas seulement une manifestation de la colère, mais une expression d'impuissance. Comment les familles des victimes pouvaient-elles se sentir comme une justice lorsque l'accusé ne semblait pas comprendre la gravité de ses actions? Comment pouvait-il accepter l'idée que quelqu'un d'aussi jeune et apparemment sans remords pourrait être responsable de tant de morts? Les émotions étaient dans la fleur de la peau, et la cour est devenue le champ de bataille entre le désir de justice et la douleur insupportable. Pour beaucoup, le fait que Gendron s'est excusé n'a pas diminué l'impact de son action. Désolé pour un acte aussi horrible semblait être une tentative d'échapper à la responsabilité de leurs élections. Et pour les familles, ces excuses ne suffisaient pas à corriger le mal qu'il avait fait. Le massacre était intentionnel, prémédité et motivé par le racisme. Les paroles de Gendron, quelle que soit la quantité de remords, ne pouvaient pas changer la réalité des morts qu'il a causées. Le jugement et les émotions qui ont surgi au cours de celle-ci ont montré la complexité de traiter des crimes aussi graves. Alors que Gendron a essayé, d'une manière ou d'une autre, des familles des victimes ont dû faire face à la réalité difficile que rien ne pouvait ramener à leurs proches. Sa souffrance était quelque chose qui ne pouvait pas être apaisé par les mots. Peu importe combien il a essayé d'exprimer une sorte de repentir. La confrontation au tribunal, même si elle a été tentée, n'a apporté aucune solution aux familles. La colère et le désir de justice étaient là, visibles dans chaque réaction. Mais la vérité est que la demande ne pouvait pas retourner ce qui était perdu. La vie des 10 victimes n'a pas pu être retournée, et la souffrance de leur famille serait quelque chose que le système judiciaire ne pouvait pas corriger. Le moment où les familles ont tenté de faire face à Gendron dans la cour symbolisait ce que beaucoup ressentaient, un siège social qui ne semblait pas être complètement assisté par la prière. La colère de voir quelqu'un si froid contre tant de souffrance ne pouvait pas être supprimée. Les paroles des excuses n'étaient rien devant la brutalité du crime, et la frustration des familles était compréhensible. Même avec la condamnation de l'emprisonnement à perpétuité, beaucoup ne pensaient pas que la justice aurait complètement fait. Le jugement de Gendron a été une réponse de la société à la gravité du crime, mais pour les familles des victimes, la vraie justice serait le retour de leurs proches, quelque chose d'impossible. Le massacre à Buffalo a laissé un vide profond, et le procès, bien qu'important, n'a pas pu le remplir.
La peine d'emprisonnement à perpétuité était un moyen de s'assurer que Gendron a payé le mal qui a causé, mais la douleur des familles n'a pas diminué avec la peine. Ils savaient que l'arrestation ne ramènerait pas leurs proches. Ils voulaient ne voir plus qu'une simple punition. Ils voulaient que la douleur soit reconnue, que l'humanité des victimes était honorée. La tentative de confronter le tribunal a été, à bien des égards, une recherche de justice émotionnelle. Ce n'était pas seulement à cause de Gendron, mais de l'incapacité d'accepter qu'il pourrait causer autant de dégâts sans montrer de véritables remords. La scène devant le tribunal a clairement indiqué à quel point il est difficile de traiter le duel lorsque la personne responsable ne semble pas comprendre la douleur qu'il a causée. Le procès de Peyton Gendron, avec des émotions dans la peau et les confrontations devant les tribunaux, est un rappel de la complexité de traiter les crimes de haine. La colère et la douleur sont des réactions humaines, naturelles à des tragédies comme celle-ci. Mais en fin de compte, le processus judiciaire, pendant longtemps et douloureux, a cherché à apporter une sorte de justice, bien qu'il savait que rien ne pouvait guérir la douleur des familles. Les excuses de Gendron, bien que considérées par beaucoup, faisaient partie d'une tentative d'assumer toute responsabilité pour leurs actions. Mais les familles des victimes savaient que les mots ne pouvaient pas effacer les souffrances qu'elle a causées. Chacun des 10 morts avait une histoire, une vie qui a été interrompue, et les excuses de Gendron n'ont pas changé cette réalité. Le procès était plus qu'un simple processus juridique. C'était un espace où les familles pouvaient exprimer leur douleur et leur indignation. Les paroles de Gendron n'ont pas fait que les familles se sentent plus en paix. Au contraire, ils n'ont fait qu'augmenter le sentiment d'injustice. Les excuses semblaient vides face à l'ampleur du crime. Le tribunal n'était pas seulement un endroit pour appliquer la loi, mais un espace pour traiter la douleur et la frustration. Les affrontements entre les familles des victimes et Gendron étaient le reflet d'un système qui ne peut souvent pas soulager la souffrance des victimes, mais qui essaie en quelque sorte de rendre justice. En fin de compte, l'emprisonnement à perpétuité était la peine, mais les cicatrices laissées par la mort de 10 Noirs ne disparaîtraient jamais. Pour les familles, la vraie justice ne ferait qu'avec la reconnaissance du mal causé et le respect de la mémoire de leurs proches. Les excuses de Gendron, peu importe combien elles ont dit, ne pouvaient pas offrir une pincée de réconfort aux victimes du massacre.